deuxième round. Tout le monde est tombé sur Juan Branco ces derniers jours sur les réseaux sociaux suite à 2 trades où il allume Gabriel Attal. Mais il l'avait déjà fait il y a plus d'1 mois. Et il y a plus d'1 an. Et ça dure depuis très longtemps. Il envoie des dossiers à pas piquer des hannetons. Il essaye de mettre Gabriel Attal dans la sauce suite à sa nomination en tant que Premier ministre. D'ailleurs, si vous voyez dans les journaux, la seule chose qu'on retient de Gabriel Attal, c'est les gros titres du genre « Le Premier ministre gay de France ». Et on le résume que à ça maintenant, Gabriel Attal. Il est homo. C'est pas de l'homophobie soft de la part de la gauche woke et des bien-pensants, de juste le résumer à ça, c'est son seul talent, c'est son seul skill, c'est quand même triste. Mais bref, on va regarder la volée de bois vert que lui envoie Juan Branco. Il a beaucoup, pas d'animosité, mais un gros truc en travers de la gorge avec Gabriel Attal. Souvenez-vous, quand Gabriel Attal à la télé, il avait parlé de son harcèlement scolaire, Juan Branco avait dit non les gars, faut arrêter les conneries, c'est Gabriel Attal qui faisait du harcèlement scolaire. C'était un véritable bully, un danger à l'école. Et maintenant il s'est passé pour la victime. Vous foutez de la gueule de qui? Attention, please. Alors, si vous voulez voir la première passe d'armes, le lien est là. Gabriel Attal règle ses comptes avec Juan Branco. Il y a Gabriel Attal qui répond à Juan Branco. Et on lisait le trade à l'époque de Juan Branco. On va revenir un peu plus en arrière avant le trade du jour. Le 31 mars 2021, on pouvait lire ceci. Anecdote du Petit Paris, j'ai eu droit aujourd'hui en pleine rue à une séance de cris provenant de la sœur de Gabriel Attal, m'enjoignant devant des dizaines de passants éberlués de ne plus jamais écrire au sujet du porte-parole du gouvernement. Je n'ai jamais autant ri. Il faut imaginer la scène. J'étais accroupi, cherchant mon chat, qui s'était enfui entre 2 voitures, et je vois soudain apparaître un être en furie, qui multiplie les cris sans comprendre de qui il s'agit. Voilà que l'animal, en panique, se précipite dans mes bras. Nos petits marquis prétendent nous ignorer, se montrent parfaitement incapables de débattre de nos idées, prétendant qu'elles ne sauraient les affecter. Mais la réalité est là, qu'elles servent de baume à ceux qui se sentent écrasés. Nous avons de l'effet. Je lis pas tout, parce qu'on va avancer surtout sur le trade d'aujourd'hui. Quant à pilier du gouvernement Gabriel Attal en campagne pour devenir ministre de la Justice, donc ça date du 2 juillet 2023, mobilise ses proches pour faire passer des messages et menacer en pleine rue un avocat et opposant. « Tu ne me connais pas, je m'appelle Fanny Attal, t'es dans la merde. Tu crois que tu vas tenir longtemps? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu as vu ce qui t'est arrivé? On va s'occuper de tes affaires. » Vous comprenez le message? C'est le 2e avertissement, extrait daté de ce soir. Il y en a d'autres qui font ça. Hein. Tu sais pas qui je suis, hein. Tu sais pas qui je suis dans la vraie vie, hein. Tu vas voir. J'en parle à mon avocat. 9 janvier 2024. Et là, on rentre dans le méga trade. Bon, ça va. Crépuscule. Donc, c'est un extrait de son livre, Crépuscule, où il en parlait déjà. Attali, Attaleur. Ouais, c'est un verbe irrégulier. Il y a 5 ans, dans le cadre d'une longue enquête, je dessinais le portrait d'un politicien aux dents de lait auquel personne encore ne s'intéressait, un certain Gabriel Attal. Nous étions en 2018 et ce livre intitulé Crépuscule démontrait comment l'ascension d'Emmanuel Macron, loin du phénomène démocratique spontané, avait pris assise sur une fabrication oligarchique qui bientôt Attal propulserait. J'y décrivais en miroir leurs 2 parcours. Nous étions en 2018 et cet ouvrage, qui offrait une plongée inédite dans la façon dont le pouvoir se construisait en France, ferait immédiatement scandale, se voyant violemment attaqué par une presse aux ordres que je connaissais intimement et dont les propriétaires, paniqués des secrets que je révélais, après m'avoir adoré, se répandraient dans le tout Paris en prétendant que tout cela n'était que mensonge, ressentiment et tromperie. 5 ans plus tard, tout est là. Gabriel Attal, qui n'était personne, un primo-député de 28 ans, pistonné par son amant, ça on en a parlé dans la première vidéo, vient d'être nommé Premier ministre, et la confirmation de ce qui était annoncé devra interroger ceux qui, pendant toute cette période, auront benoîtement cru ce qu'on leur disait au sujet de ce texte, ou se seront tus par peur d'être ostracisés. La publication de l'ouvrage en libre accès fut un véritable phénomène de société, sans aucun relais médiatique. 1 million de personnes la téléchargèrent, 500 000 en écoutèrent la version audio, puis, une fois édité en librairie, 170 000 l'achetèrent. Cette base immense qui se voyait raconter comment la démocratie en France n'était qu'une illusion
suscita rapidement une inquiétude et une réaction effrénée de la part du pouvoir, mais surtout de ses relais paniqués à l'idée que la vérité fût faite. Non seulement sur ces comment ça se lit ça? Sur ces êtres, ça veut dire quoi? Sur ces êtres? Je suis pas un français très développé, hein, vous l'avez deviné. Hein. Après, si vous critiquez mon français, n'oubliez pas que je suis un immigré, ça veut dire que vous êtes raciste. Hein, ok. Alors, le truc rigolo. Petite pause, petit intermède, petit guillemet. Souvent, ceux qui me critiquent de ouf ne savent pas s'exprimer et s'expriment absolument pas à l'oral. Et la plupart des commentaires ultra racistes viennent des ultra gauches woke. En mode, ouais, tu sais même pas parler, tu sais même pas le participe passé, retourne dans ta Serbie de merde de déchetterie. et ça vient très rarement de l'ultra-droite soi-disant raciste. Ça vient très souvent des comptes sur les réseaux sociaux avec des drapeaux palestiniens, étonnamment. Tous ces gens-là, une bonne partie de ces gens-là, n'ont qu'un voile de vertu, de camp du bien, mais ce sont des êtres extrêmement toxiques et abjects. Et ils essaient de contrebalancer, en fait, leur toxicité par 2-3 bonnes actions, mais dont ils s'en foutent royal, en fait. C'est juste des points de vertu qui vont les choper. Mais sur la façon dont ils étaient propulsés, rappelons-nous qu'Aurore Berger alla jusqu'au procureur de la République, m'accusant d'avoir armé les esprits. On ne rit pas. La suite, on la connaît. Lorsque le livre parut, nous étions à l'automne 2018, les Gilets jaunes ne s'étaient pas encore élancés, et Paris roucoulait d'amour pour ce pouvoir que le reste de la France abhorrait. L'omerta était telle que l'ouvrage ne trouverait de longs mois aucun éditeur, circulant de main en main sous la poche. Des signaux faibles pourtant émergents, Gérard Collomb, débordé par l'affaire Benalla, refusait de faire ce qu'on lui demandait et discrètement démissionnait d'un pouvoir qu'il avait fait naître. Pendant près de 15 jours, personne ne lui succéderait, révélant une crise de régime qui se verrait habilement masquée par la perquisition de la France insoumise et la réaction déplacée de Jean-Luc Mélenchon. Comme un enfant pris la main dans le pot, ne croyant pas ce qu'il voyait, il se laisserait avoir par une opération d'intimidation spectaculaire dont le seul objet était de détourner l'attention de ceux qui, au gouvernement, s'installaient. Trop franc, trop innocent, il fut ce jour-là de la Macronie, le parfait instrument. La crise politique était évitée, mais le peuple grondait, car la France s'effondrait. Les premières pénuries de médicaments accompagnaient un effondrement de l'école, de la santé et de la sécurité. Ce pouvoir sans légitimer ni provenance n'avait d'autre choix que de piller et multiplier les dispositifs fiscaux pour, d'un côté, récompenser ceux qui l'avaient fait, et de l'autre, le faire payer au reste des Français. Personne ne reconnaissait en ces êtres qui étaient censés les représenter, menteurs patentés qui, prétendant financer la transition écologique, créaient une taxe carburant pour financer le CICE, une exemption d'impôts pour les plus argentés. Le CICE a surtout favorisé les grosses boîtes, hein, c'est clair. Gabriel, qui n'était alors qu'un primo-député, pistonné par son amoureux, donc Stéphane Séjourné, conseiller politique du président, avait obtenu contre Menu Coucherie sa circonscription et tenté de se frayer un chemin dans ce magma-là. Mais attends, mais Stéphane Séjourné, il n'est pas au gouvernement, là? Il y a son couple, alors? Attends. C'est pas un des gars qui vient de rentrer au gouvernement? Ça veut dire qu'il est avec son copain au gouvernement? C'est cool, ça. Mais je croyais que nos Job, on n'avait pas le droit d'être en couple. Ah ben oui, c'est ça. Stéphane Séjourné est un stratège politique au Quai d'Orsay. Ok, d'accord, c'est intéressant. Est-ce que ce serait pas du népotisme à ce moment-là? Conseiller politique du président avait obtenu contre Menu Coucherie sa circonscription et tentait de se frayer un chemin dans ce magma-là. Il avait rencontré son compagnon après avoir été propulsé à 22 ans au cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine par les grâces de sa fille, aux côtés de son futur conjoint Olivier Véran et Benjamin Griveaux. 6 000 € par mois, chauffeur et secrétariat pour un jeune homme qui n'était pas encore diplômé, des privilèges qui lui seront désormais garantis à vie. Voilà qui a de quoi séduire et exciter. Sans parcours professionnel ni titre à proposer, on l'avait entendu défendre laborieusement 2 réformes, Parcoursup et le SNU, à l'Assemblée nationale. Alternant entre l'insignifiant et le catastrophique, il bégayait légèrement
et comme à chaque fois qu'il craignait que son imposture fût révélée ou que son mensonge fût décelé, laissait un sourire en coin le dominer. Gabriel faisait des pieds et des mains déjà pour entrer au gouvernement et ses articles en Macronie constituaient des puissants arguments. La rumeur bruissait auprès de ses camarades députés, de puissantes forces l'accompagnaient. À peine élu, ses premiers pas étaient immortalisés dans Paris Match. Rien n'était dit sur celui qui était une photographie mi-allongée, coupe de vin à la main, le mettant en avant avantageusement, parlant de Fort Boyard et d'Orelsan, au soleil en une pose lascive, chemise ouverte à la BHL, sur les quais de Paris devant la Seine et le Grand Palais. Paris Match, à 28 ans, ce sont des centaines de milliers de lecteurs chaque semaine. Chaque semaine, Gabriel, cet été, y serait montré. Comment faisait-il ? Paris bruissait et commençait à s'interroger. Gabriel, lui, fonçait. C'est qu'après avoir fait le siège de son amoureux versaillais, Séjourné lui avait arrangé une rencontre auprès de Brigitte, qui au gouvernement, auprès de Blanquer, l'avait promu, et de Mimi Marchand, et quelques autres proxénètes et trafiquants, l'introduisaient. C'était eux qui, à la manœuvre, avaient fabriqué cet article que Paris Match et Bruno Jeudi s'étaient contentés de publier. Que le jeudi. Les mois passèrent et Gabriel Attal, comme en tous ses postes, n'y fit que concrétiser son ambition effrénée. Le SNU, dont il avait la charge, s'effondrait, mais le petit cabinet qu'il avait pu constituer lui organisait déjeuner et dîner avec le tout Paris, en frénésie. Gabriel avait compris que pour les êtres sans qualité, la solution était de courir et de courir vite, sautant de marocain en marocain, comme il irait de conjoint en conjoint, imitant Emmanuel Macron, c'est-à-dire rechargeant ses promotions avant que le moindre résultat puisse lui être attribué, avant que le moindre échec ne pût lui être imputé. Les postes passèrent et les oligarques se rapprochèrent. Bernard Arnault donnait ses instructions aux Parisiens, tandis que Brigitte Macron appelait Marc-Olivier Fogiel pour lui dire de le couver. Les portraits flatteurs fleurissaient. Gabriel sautait à temps sur le porte-parole du gouvernement que son nouveau conjoint quittait, tandis que Séjourné, à Bruxelles, se voyait exilé. Ah non, donc Séjourné, c'est pas son conjoint, c'est d'autres personnes différentes. Ah non, son nouveau conjoint. Ah, il a quitté Séjourné, il a fini son séjour, il est parti vers d'autres horizons. Si je comprends bien leur truc. Sentant les limites s'approcher, le voilà à qui nouveau s'enfuyait au ministre du Budget. Comme partout, il en partirait sans bilan, avant même d'avoir présenté un budget. Ministre de l'Éducation, il se verrait propulsé à Matignon, avant qu'une année scolaire n'ait été achevée et que le moindre mesure qu'il ait annoncée n'ait été appliquée. Qu'importait que les réformes sur le harcèlement, le brevet, le bac n'eussent été appliquées, qu'aucune loi n'ait été votée. Agitation, mouvement et une importante équipe de communication, les seuls conseillers qui l'ont partout suivi traitent de ces questions. L'obsession, recouvrir l'imposture de ses protégés de ses effets, imiter le daron. De ce qui a suivi, une des tournées américaines de Bilderberg, hollandais, entre deux plans com avec des influenceurs et des émissions confession, sur les plus grandes chaînes de télévision, il n'est pas besoin de le rappeler. On en avait parlé de ça. Il avait fait... avec Enjoy Phoenix. Il avait fait plusieurs vidéos avec Enjoy Phoenix. Bah alors... je retrouverai la vidéo. Mais on en avait parlé, je sais qu'on avait fait une vidéo là-dessus. La connexion Marchand-Fogiel-Macron a permis ces derniers mois un bombardement sur BFM TV, dont personne n'a parlé, et qui n'avait qu'une vocation, préparer l'opinion à l'ascension du fils prodige de l'Élysée, sur les modèles de Macron. Les dîners avec Crespo-Marat et Ardisson sur 7 à 8 auront préparé le chemin à ce qui aujourd'hui est, qu'importe que tout soit mensonger, qu'importe que tout soit inventé, aujourd'hui, Premier ministre, il l'est. La France, nous l'avons dit, n'est pas une démocratie, elle est une oligarchie où le contrôle de l'image vaut politique et façon de l'opinion. Seuls ceux qui n'ont pas lu Crépuscule s'étonneront a fortiori, se féliciteront de ce parcours prodigieux que toute la presse va vous louer. Pour Gabriel Attal, c'est un soulagement. Le voilà à la tête de l'État, comme il en rêvait à l'annonce depuis l'âge de 14 ans, lui qui posait dans son yearbook de l'école alsacienne avec sa tête accolée à la photographie de Georges Pompidou. C'est vrai qu'on a des passions différentes. Hein. On a vraiment des passions différentes. Hein. Moi, à 14 ans, j'étais sur la photographie de Mario et sur ma Game Boy, quoi. Qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle, si ce n'est un stage pistonné à la Villa Médicis, a été incapable de compléter sa scolarité à Sciences Po, rit en privé des SDF et de l'école publique, qui n'a en lui la moindre once d'humanité, aura toujours su comment resquiller pour avancer.
alors même que son diplôme de master a dû être arraché par la grâce d'une faveur de François-Antoine Mariani, bientôt conseiller d'Édouard Philippe, qui voulut lui éviter un humiliant redoublement, il est consacré. Cet homme, comme tant d'autres avant lui, est désormais celui qui aura à décider de notre politique nucléaire et étrangère, antiterroriste, éducative et industrielle. Cela doit nous amener à nous interroger, et nous interdire de nous étonner que l'on manque demain d'amoxyline, de lits d'hôpitaux et d'enseignement, suite à des décisions prises par de tels gouvernements. Je ne rentrerai pas en des considérations personnelles sur le caractère profondément pervers et fourbe d'un être qui aura tout au long de sa vie fait montre d'une grande capacité à la cruauté et à la violence, elle-même fruit des blessures mal pensées. Il y a plus grave et plus dangereux, car ces êtres le sont, et prêts à tout pour asservir et dominer. Je vous raconterai la façon dont, se présentant en victimes, ils auront, à de nombreuses reprises, tenté de dévaster ce qui les menaçait. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle plein de monde, hein, ça rappelle plein de monde, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Les plus gros bullies toxiques, enfin, ceux qui s'érigent en plus grosses victimes des réseaux sociaux sont les plus grosses bullies toxiques, violentes des réseaux sociaux. Leur instrumentalisation de l'appareil judiciaire de la police pour semer la terreur en un pays que l'on rêve démocratique. Et surtout qui est la loi du silence, l'omerta. T'es avec moi, tu me soutiens, sinon t'as tous les avocats et tous les tribunaux de la planète sur tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ma communauté est là, hein. T'as intérêt à être de mon côté. C'est ce qu'ils disent, hein. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Il y a plus important que ces méfaits qui toucheront à ceux qui y sont opposés, car la violence est l'instrument de ceux qui sont sans pensée et sans idée, et pour lesquels la politique n'est qu'un rapport de force dans le peuple et le nutriment. À peine arrivé au pouvoir, il faudra à Gabriel rémunérer et récompenser tous ceux que son maître l'auront jusqu'ici appuyé. Et ce n'est que le début, puisque d'ores et déjà, 2027 est annoncé. La course sera effrénée, tandis que des notes de sondage et des fiches Bristol préparées par des conseillers vont se multiplier pour nourrir ses interventions au cours d'un dîner, d'une invitation télévisée, d'un débat parlementaire pour parler de sujets dont il n'a aucune idée. Le fond va se voir rapidement évacué. Car si vous pensez que ces êtres vous gouvernent dans l'ambition de faire quelque chose d'un pays qu'ils n'ont jamais pensé, vous vous trompez. Les avez-vous un jour entendu parler de ce qu'ils pensent, de ce que nous sommes et deviendrons? Ce n'est pas un hasard. Être un politique aujourd'hui, c'est se vouer à décider chaque année de la distribution des ressources de l'État. Ces milliards que nous produisons chaque année et qui sont souvent années collectés par nos bureaucrates avinés, c'est être la personne qui pourra trancher en faveur de telle ou telle puissance, nommer les hauts fonctionnaires recevant les informations qui, collectées par les services de renseignement, remonteront incessamment pour détruire ou protéger, distribuer et privilégier et faveur opprimés ou dévastés. Voilà le pouvoir pour les êtres avinés. Alors qu'importe Gabriel, ses failles et ses blessures, son intimité et ses béances explorées et exposées, son absence d'intellectualité, de rapport au monde et d'expérience d'un quelconque réel, cette ambition sans borne et sans scrupule qui le consume et le dévore depuis qu'il est enfant, l'empêchant à tout rapport à l'autre et à toute pensée. Tout cela est qualité en un monde où les vices sont toujours récompensés. Ce qui compte, c'est ce qui vient sera d'une violence difficile à imaginer, et nous en porterons tous une collective responsabilité. Je prédis en un environnement médiatique parfaitement contrôlé qui va lui attribuer 1000 succès, un jeu de massacre, une rupture anthropologique, car nous atteignons, avec ces êtres, que de nouveaux sommets. Que même Gérald Darmanin et Bruno Le Maire se soient inquiétés de sa nomination, dit beaucoup de ce qui s'apprête à nous être présenté. Il nous faudra l'assumer, prévenu passif, silencieux et pour beaucoup égoïste et sans solidarité, nous l'aurons cherché. Notre société, qui ne sait plus s'exiger, prospère sur le pillage de pans entiers de l'humanité, repue et confuse, médiocre, elle ne se donne aucune arme, ni pour protéger ceux qui cherchent à le féconder, ni pour abattre ceux qui n'ont pour objectif que de la piller. Voilà un jeune premier, millionnaire, avant ses 30 ans, de ce que lui offrait la société, que nous nous sommes montrés prêts à consacrer, sans résister. Cela doit, sur nous et non sur lui, nous interroger. La France est-elle une idée morte, au point que l'on accepte de le placer entre les mains d'êtres mortuaires, et que la vie a depuis longtemps quitté? N'est-elle plus qu'un système où la prédation, la dévastation normalisée, justifie qu'à sa tête, des êtres sans beauté ni humanité soient propulsés? Je prédis à Gabi, qui n'a, en 3 ans au gouvernement et 7 ans de carrière politique,
jamais rien fait ni démontré, mais surtout rien n'a apporté à la communauté de grands succès. Et je vous prédis que vous aurez encore et encore à les payer pour en maquiller les insuffisances de façon sonnante et trébuchante, comme nous l'aurons toujours fait. Un dernier point, que cela nous fasse en rien envie, Gabi, comme tant de ceux qui nous dirigent, n'est qu'un symptôme et non en soi la difficulté. C'est à quoi il a dû sacrifier pour devenir en difficile à concevoir, je le connais intimement, je sais ce qu'il a à combler. Je sais qu'il se mangera de ce que j'ai écrit, de ce qui a été dit de lui et de la violence qu'il considère avoir subie, parce que des personnes auront osé lui dire la vérité. Pronostiquez-moi des heures sombres alors que tout un appareil d'État est à ses pieds, mais prenez-le d'abord en pitié d'être ce qu'il est, et prenons en pitié d'avoir accepté que nous dominent des hommes dont la médiocrité ne cesse de prospérer et qui n'ont que la violence à défaut d'âme et d'idées comme qualité à nous proposer. C'est trop fort, j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre. Le succès immense de ce tweet ne dit qu'une chose, les Français n'en peuvent plus plus de cette machine infernale qui est devenue de l'espace médiatique. Ils n'en peuvent plus des mensonges et de la propagande, ils veulent enfin vérité, sincérité. Et son livre revient numéro 1 des ventes. N'oubliez pas, il est en rupture de stock, mais il reste accessible gratuitement en PDF. Vous pouvez aussi le lire gratuitement en PDF. C'est pas fini. On a ce petit truc là. Ça date de quand ça? Attends. Du 11 janvier 2024. Ah mais ça je l'ai lu ça. Oui, c'était quoi? On l'a lu. Ça on l'a lu. Bah non, 11 janvier. Ah, il est revenu dessus? Attends. Le 5 novembre dernier, un ministre de la République se présentait devant 5 millions de Français comme ayant été victimes enfants de graves faits de cyberharcèlement. C'était une première qui avait été beaucoup commentée sur 7 à 8 pendant près de 15 minutes en une émission de prime time où tout était soigneusement écrit et préparé. Un homme exposait la souffrance qu'il avait subie alors qu'il était enfin scolarisé. Le récit alambiqué, la démarche impudique et victimaire interrogeait de la part d'un homme qui avait toujours fréquenté les plus hautes sphères et avait été singulièrement protégé. L'homme qui peinait à retenir des sourires en coin à chaque fois où des faits précis étaient évoqués, invoquait cependant des buts charitables et la volonté d'aider les plus fragiles de la société. Il invoquait une rivalité amoureuse au sujet d'une femme pour expliquer le conflit qui l'aurait tout originé, tout en disant qu'il avait été victime d'homophobie. Il prétendait à 34 ans se sentir encore persécuté par celui qui avait tout cela organisé. Il parle de Juan Branco. Ce que l'homme n'avait pas prévu, c'est qu'à peine promu suite à cette opération de communication, un entretien fut exhumé en lequel il affirmait spontanément n'avoir jamais connu de difficultés au cours de sa scolarité, se montrant au contraire particulièrement préoccupé par ceux qui avaient eu à connaître et effrayés par la rupture que constituaient les réseaux sociaux par les nouvelles générations. Le même homme, donc, à 4 années de différence, disait deux choses opposées. Avait-il connu une amnésie traumatique suite aux graves faits qui lui avaient touché? Ou cette personne, qui avait beaucoup d'enfants privilégiés, était connue pour avoir régulièrement des comportements problématiques, notamment envers ses camarades les plus fragiles? Avait-il utilisé la souffrance réelle des enfants que d'antan il victimisait pour se valoriser, instrumentalisant cette question à peine nommée à un poste particulièrement exposé, afin de séduire les Français avant de rapidement s'en débarrasser? Il se trouvait que cet harcèlement n'a jamais existé, et que tout cela était le fruit d'une opération de communication rondement menée, avec l'aide d'une ancienne trafiquante de drogue et proxénète, Mimi Marchand, qui s'est décidé de le propulser à l'Élysée. Quelques années auparavant, ce même homme utilisait cette même technique sur un autre sujet de société. C'est au sujet de la lutte contre l'homophobie, afin de parer aux effets catastrophiques de la révélation de sa relation avec le conseiller politique du président, qui jetait une lumière crue sur les mensonges qui déjà son parcours parsemait. Notre homme n'avait pas hésité à instrumentaliser cette question qui, du fait de sa classe sociale notamment, ne l'avait jamais intéressé. Alors qu'il avait librement et officiellement son rapport, au point de s'être paxé avec celui qui l'avait, à l'Assemblée, puis au gouvernement propulsé, il avait alors prétendu, indigné, avoir été outé, lançant une immense offensive contre celui qui l'avait révélé. Aujourd'hui, il a affirmé sans scrupule avoir toujours spontanément revendiqué son orientation sexuelle de façon assumée. Cet homme dont tout le monde sait qui il est, au cours de cet entretien, sans jamais me nommer, il m'a explicitement visé, bénéficiant pour la première fois d'une exposition devant des millions de Français, alors qu'il venait d'être propulsé au sommet. Il a décidé de vouer pas moins de 10 à 15 minutes qu'il était offerte à se plaindre de façon puérile de la persécution qu'encore aujourd'hui il prétendait subir de mon fait. À 34 ans, cet homme tout-puissant se disait persécuté,
devant une journaliste qui acquiesçait sans vérification ni contradictoire à tout ce qu'il disait. De cela, de jolis sourires naissaient. Cet homme, qui n'a pas hésité devant 5 millions de Français à mentir de façon éhontée, en instrumentaliser les vulnérabilités de plus fragiles de la société, c'est pourquoi il le fait. De la même façon, il sait pourquoi, à peine nommé, ses équipes auront reçu ordre de tenter de m'intimider. Cet homme est mêlé à l'une des affaires les plus sordides de cette République et enfantée. Elle ne va pas tarder à exploser. Patience et pensée. Les infractions dont la preuve est difficile à établir sont les plus dangereuses. De façon sincère et humaine, l'on cherche intuitivement à les sanctionner. Elles ouvrent cependant la porte à des instrumentalisations incontrôlables des procédures par des personnes malsaines ou mal intentionnées. C'est pourquoi le droit pénal a des exigences particulières strictes et qui interdisent, en théorie, que la parole seule suffise à condamner. La tendance de la société à relâcher cette exigence produit des effets de bord dangereux auxquels il ne faut pas céder. Cette vidéo est un cas d'école de manipulation auquel nous sommes régulièrement confrontés au cours des procédures et un rappel de ce que la vigilance doit toujours s'imposer. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, je crois qu'il y a ce passage-là. Attends. Ouais, là. Juan Branco, le mytho, mais stop. Mais à quel moment? Moi, je veux bien que tu dises qu'il est mytho, mais prouve-le, du coup, qu'il est mytho. Trouve des contradictions. Pour l'instant, les preuves qu'il a amenées, c'est plutôt Gabriel Attal qui est en contradiction et qui est mytho. Donc, il y a ça. Hein. Trouve des contradictions, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, Juan Branco rajoute le 10 janvier. Extraordinaire tentative de manipulation par laquelle Matignon fait pression sur un contractuel de l'État avec l'aide de l'un des plus puissants cabinets d'avocats de la place pour me menacer et faire supprimer mes contenus concernant les diplômes de M. Attal. Et Zoé Sagan utilisé comme relais pour m'intimider. C'est à ça que servent les moyens de l'État. À J+1, ça ne va pas se passer comme ça. Donc il a une mise en demeure de retirer son trade. Par ailleurs, le tweet de Zoé Sagan comporte de nombreuses inexactitudes, même si le fond est, comme souvent, vrai. Je n'ai jamais eu de rapport d'amitié avec Gabriel Attal, même s'il aurait espéré, à part le défendre quelques mois en tant que délégué de classe, et tenter de le médier lorsque, du fait de ses excès, auprès des étudiants, il se faisait dévaster. Histoire du Skyblog. Il a bien tenté de me faire virer de l'école alsacienne pour m'en remercier, mais c'est une autre histoire qu'il faudra un jour vous raconter. Gabriel Attal, qui s'était fait bien offrir son diplôme, n'avait rien à voir avec Richard Descoings, même s'il en aurait rêvé et a tenté de s'y rapprocher une fois celui-ci décédé. Et entretenait même une forme de féroce jalousie du fait de l'attention que ce dernier me portait. D'ailleurs, Descoings est mort en avril 2012 et le diplôme d'Attal lui a été octroyé un an plus tard grâce à une validation d'acquis alors qu'il avait été recruté auprès de la mère de sa meilleure amie au cabinet du ministère de la Santé. Un peu comme son stage à la Villa Médicis que le sulfureux Frédéric Mitterrand lui avait octroyé, aux côtés d'une femme dont il avait déjà été sujet ici, et dont on va rapidement reparler. C'est Emmanuel Macron qui a siphonné post-2012 les réseaux de Richard Descoings, au point de confondre ensuite LREM avec Laurent Bigorne, le plus proche collaborateur de RD, désormais condamné pour avoir drogué une proche pour tenter de la violer. Lui et RD avaient offert à Emmanuel Macron la gestion du modèle de la culture, de culture G, c'est quoi de culture G, et l'avait introduit à l'aristocratie d'État, de la Shaker, l'affaire Benalla. La question qui se pose désormais est comment Zoé Sagan a eu accès à ce courrier 24 heures avant moi qui utilise un contractuel vulnérable employé par l'État pour faire pression indirectement sur moi. C'est le bordel, hein. 10 janvier. Les premières tentatives d'intimidation tombent, on m'enjoint à supprimer mon contenu, on me suggère de me tenir koi. J'ai trop joué à Yakuza, j'adore le koi. Le Hanafuda, c'est trop bien. On me rappelle que le Premier ministre dirige les administrations de la justice et de la police. Question, ils ne me connaissent pas. Bref, quel bordel. C'est pas fini. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, mais c'est très intéressant. Courage à vous. Attention, please.